pour revenir au déroulé de la matinée, on va essayer tout simplement de dérouler les chapitres, le menu, avec 4 parties de 20 minutes environ, peut-être un petit peu moins, où on va aborder ensemble 2-3 thèmes, et puis après, à vous de dire quels sont vos questionnements par rapport à ces thématiques ou d'autres qui vous viennent, mais en essayant de garder le fil. On vous rappellera au fur et à mesure les chapitres en question. Vous aurez donc des micros dans la salle pour vous exprimer. La première partie, on va la découper de la flamme à trouver le sujet. La flamme, donc je vous rappelle le désir d'écrire. Le chemin, l'empathie. Écrivant, la recette de cuisine. On dirait un jeu. Choisissez A, B, C ou D. Trouver le sujet. Chapitre 5. Décontextualiser une émotion et recontextualiser-la. Alors moi, j'avais une question à vous poser, Eric Emmanuel, concernait l'empathie et la compréhension de l'exercice. J'ai vu que ça a posé problème, ça. Ouais. Parce que certains d'entre vous, effectivement, ont fait cette... n'ont pas bien interprété, finalement, la chose. C'est-à-dire, certains d'entre vous... Enfin, j'ai adoré la raison pour laquelle vous avez raté parfois l'exercice. Parce qu'au fond, vous avez raté l'exercice par gentillesse et par bienveillance. C'est-à-dire que vous avez présenté un personnage qui vous était antipathique, mais très très vite, vous avez voulu expliquer pourquoi, quels étaient les nœuds dans son passé, ou qu'est-ce qui justifiait le comportement de cette personne. Or, ce n'était pas l'exercice. L'exercice, ce n'était pas de justifier ou de comprendre de l'intérieur quelqu'un qui se comporte mal, et de trouver la racine qui est l'excuse et qui va tout d'un coup rendre cette personne sympathique. Ça, c'est très intéressant à faire dans un livre, et moi, j'aime le faire. Mais là, c'était un exercice où je vous demandais simplement de vous mettre à la place de quelqu'un qui est extrêmement différent de vous, voire dont le comportement vous paraît insupportable, et nous faire vivre dans l'âme de cette personne. Donc, il ne s'agissait pas de justifier, il ne s'agissait pas d'interpréter, il ne s'agissait pas de sauver les personnages. Vous comprendrez bien, parce que moi j'adore sauver les personnages et montrer que personne n'est tout noir, de même que personne n'est tout blanc. Je veux dire, nous sommes tous faits d'éléments différents qui peuvent être répréhensibles ou pas. Enfin, c'est-à-dire, voilà, nous sommes tous des êtres absolument contrastés et nous avons le pouvoir en une seconde de devenir bon ou de devenir mauvais. Personne n'est ni bon en soi ni mauvais en soi. Donc voilà. Mais là, l'exercice était véritablement vous mettre dans la tête d'un personnage que tout à fait répréhensible à vos yeux ou d'une différence qui vous agace, etc. Mais peut-être que le mot empathie aussi, on le perçoit. Empathie, on pense avoir de l'empathie pour quelqu'un, et on pense systématiquement. Oui, bien sûr, il y a tout à fait. Alors que peut-être que dans l'origine du mot, c'est autre chose. Oui, par exemple, dans ceux qui ont réussi cet exercice, il y a quelqu'un qui a fait un exercice empathique avec ce garçon qui s'appelle Nordal Lelandais. Alors ça, pour ceux qui ne sont pas français, c'est un garçon qui a tué une petite fille à l'issue d'un mariage. Et sans doute, ce n'était pas la première fois que... Bref. En tout cas, ce qu'on peut considérer comme un monstre absolu. Voilà, et il a décrit l'action de cet homme qui va tuer cette petite fille. Et c'est complètement réussi, d'ailleurs, ce texte, parce qu'on est complètement dans sa tête avec son système de justification. Parce que, voilà, tout être humain se justifie à ses propres yeux. Personne n'a l'impression d'être un monstre. Et c'est ça qui est assez intéressant à faire dans cet exercice. Comment un monstre, comment quelqu'un qui se comporte mal se justifie à ses propres yeux. Donc, dans le monologue intérieur, par exemple, il y avait de quoi rentrer dans les arcanes de l'esprit. Moi, j'ai vécu cette expérience lorsque j'ai écrit le livre La part de l'autre sur Hitler. Je me mettais à sa place et j'essayais de comprendre comment on devient antisémite, comment on en vient à vouloir la mort de certaines communautés, etc. etc. Comment ça se construit dans l'esprit? Parce que, vous savez, il y a une phrase de Platon. Platon disait « Nul n'est méchant volontairement ».
Alors c'est discutable, hein. Mais c'est une phrase très intéressante à méditer parce que l'intention du mal est rare chez l'être humain. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, à ses yeux, il fait quelque chose de bien. Ou en tout cas quelque chose de bon, c'est-à-dire qu'il lui fait du bien. Parce qu'il ne faut pas confondre le bon et le bien. Mais en tout cas, c'est un exercice qui est nécessaire. Et c'est un exercice douloureux pour beaucoup d'entre vous, d'ailleurs. Exercice douloureux, mais qui fait vraiment partie pour moi de la vie d'un écrivain. Il faut savoir pratiquer l'empathie, y compris avec des personnages qui nous révulsent. Parce qu'autrement, notre spectre de fréquentation de la multiplicité humaine se réduit. Il faut pouvoir être tous les personnages dont on parle. Encore plus si vous écrivez du théâtre. Parce que quand vous écrivez du théâtre, vous donnez la parole à des tas de personnes différentes qui interagissent entre elles. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit jugée, parce qu'autrement, elle n'existerait pas, elle n'aurait pas de consistance. Donc voilà, empathie, ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire souffrir dans l'autre, aller dans la sensation de l'autre, aller dans le pathos, c'est-à-dire dans le ressenti de l'autre. Et il s'agit de se mettre dans le ressenti de l'autre et de voir comment il compose les choses. Il ne s'agit pas de le justifier ou de l'excuser. Merci Rick Emmanuel Schmitt. En parlant de personnages, vous nous évoquez, vous nous parlez de l'importance des prénoms, des noms, du choix des noms dans un livre. Très important. Et je me suis demandé aussi, je trouvais que c'était très important dans votre écriture, l'âge des personnages, qui racontent aussi des choses fortes. Je crois que vous avez vraiment raison, et c'est vrai que j'en ai pas parlé pendant les masterclass, mais je pense que ça peut être pour vous une grande inspiration de bien fixer l'âge du personnage et de pouvoir épouser l'âge du personnage. Parce que ça peut être pour vous un renouvellement de l'inspiration, une autre façon d'explorer le réel que vous décrivez dans votre histoire. Voilà, si vous décidez d'avoir 10 ans, vous n'allez pas voir le monde avec les mêmes éléments que si vous décidez d'avoir 80 ans. Et donc, c'est vrai que... Alors, c'est vrai qu'avoir 80 ans, c'est un travail d'imagination, enfin pour certains, et avoir 10 ans, c'est un travail de souvenir. Donc, c'est pas du tout égal comme travail. Mais là, encore une fois, c'est l'empathie qui vous permet d'avoir 80 ans lorsque vous en avez 40. C'est aussi un exercice empathique. Mais c'est vrai que l'âge peut vraiment être un moteur de découverte et de renouvellement de votre description du monde. Et peut-être des mises en contraste aussi des personnages les uns vis-à-vis des autres par rapport à leur âge. Oui, ça peut mettre... Oui. Mais totalement. Mais c'est pour ça que l'empathie est essentielle. C'est pour ça que je l'avais mis en tête de vos préoccupations et des travaux d'écriture. Il faut pouvoir vous mettre dans un sexe différent, dans un âge différent et avec précision. Enfin, le sexe avec précision, non. Mais... c'est jamais très précis, ces trucs-là. Mais l'âge, oui, avec précision. D'ailleurs, il y a eu un exercice dans l'empathie, enfin, c'est pas pour reparler de l'empathie, mais il y a une personne qui a fait un texte sur le journal, le journal quotidien d'une jeune fille qui va se retrouver en Syrie. Et en fait, je l'ai lu, celui-là. Et vous aviez remarqué qu'elle changeait sa manière d'écrire, que cette personne qui avait écrit ce texte commence quelques lignes. Oui, c'était vraiment utiliser ça. C'est-à-dire que on annonçait, ça commençait par un journal qui annonçait la mort d'une djihadiste, femme, etc. Et ensuite, il y avait un paragraphe qui était ce que cette djihadiste écrivait dans son journal la veille du jour où elle s'est fait sauter. Et puis après, on remontait 3 ans avant pour son anniversaire. Et donc une toute autre jeune fille qui était en attente d'autre chose dans la vie, avec un vocabulaire différent, une façon d'écrire beaucoup plus naïve. Puis ensuite, le texte, c'était 1 an plus tard. Et on voyait la progression à travers ces petits extraits de journaux. La langue changeait, le regard sur le monde changeait. Les fautes d'orthographe aussi, je crois qu'elle avait ajouté des fautes d'orthographe parce qu'elle écrivait peut-être moins justement. Et puis le piège se refermait à la fois sur son esprit, puisqu'elle était embrigadée, mais sur sa phrase aussi. Et il y avait tout ce travail-là, c'était assez remarquable. Ouais. Peut-être que la personne est là. Non. Voilà, si vous voulez poser des questions, c'est à vous.
Alors, tout au fond, il y a une question. Bonjour. Bonjour. En fait, j'avais une question pour les personnages. Je sais que l'expérience est importante dans l'écriture, mais est-ce que vous pensez que les personnages, ils ont plus d'intensité si on a vraiment vécu ce que eux vivent dans les écrits? Ça, je ne sais pas si on peut faire une réponse de principe là-dessus. D'abord, la question du vécu. Parce que c'est vrai que pour nourrir l'écriture, il faut avoir vécu. Moi, ce qui me fascine lorsque je vois un écrivain qui publie jeune, c'est pas qu'il sache écrire à 18 ou 20 ans, c'est qu'il ait assez d'expérience pour pouvoir écrire quelque chose. Par exemple, quand mon amie Amélie Nothomb publie L'hygiène de l'assassin à 21 ans, moi, ce qui me frappe, c'est pas qu'elle écrive comme ça à 21 ans, parce que je connais des gens de 17 ans qui écrivent très très bien, de 15 ans, etc. Mais c'est qu'elle ait assez de vécu pour nourrir une histoire comme ça. Moi, ce qui me fascine dans les écrivains précoces, ce n'est pas la précocité de leur écriture, c'est la précocité de leur vécu. Moi, je n'ai pas publié avant 30 ans. Il a fallu que je vive vraiment beaucoup, que je réfléchisse vraiment beaucoup pour savoir ce que je pouvais mettre dans un livre. Donc voilà, moi j'aurais tendance à vous dire que... Mais en même temps, connaissant des gens qui... Simenon, par exemple, disait que tout ce qu'il avait pour décrire le monde, il avait emmagasiné jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Jacques Brel disait la même chose. Voilà. Mais en même temps, Jacques Brel, sa carrière a été fulgurante et il s'est arrêté très vite. Mais parce qu'il avait pris de l'avance. Voilà. Et il y a des gens qui sont plus lents. Moi, je suis plus lent. Je vous dis... Ça m'a pris un certain temps d'avoir assez de vécu pour pouvoir rendre compte du monde et des personnages différents. Alors après, il y avait une autre question dans votre question, c'est est-ce qu'il faut avoir vécu les choses pour donner de la densité aux personnages? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si on est les yeux ouverts, l'esprit ouvert, si on regarde pas seulement avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit, les yeux du cœur, et qu'on regarde la vie, qu'on regarde les autres, je crois qu'on peut vraiment saisir beaucoup de choses. Et puis on peut se projeter dans les choses et sentir des choses justes. Toujours l'empathie, les exercices d'empathie. Donc non, je ne pense pas qu'il faut avoir vécu. Et en plus, je suis même un peu contre cette idée que je trouve un peu trop répandue dans le monde contemporain et qui vient de la prédominance des journalistes. Voilà. Aujourd'hui, vous nous racontez quelque chose que vous avez vécu. Ah oui, il y a du sang, il y a de la chair, il y a de la sueur. C'est vrai. Mais attendez, je n'ai jamais su si ce que racontait Marcel Proust ou Balzac était vrai. J'ai jamais pensé que Homère avait vécu le voyage d'Ulysse. L'imagination, c'est ce qui permet d'explorer le monde. Il n'y a pas que les pieds. Donc, voilà, je pense pas. Mais il faut se rendre disponible à des expériences qu'on n'a pas vécues pour faire comme si on les vivait par l'imaginaire. Toujours, c'est cette disponibilité intérieure qu'il faut travailler.